sur toute cette période-là, elle a distribué, ils ont distribué. Voilà, d'accord. Ces textes-là ont été évidemment enrichis. Donc il y a eu 3 éditions de la volonté de puissance en Allemagne, 2 en France. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé des fragments supplémentaires, parce qu'on l'a agencé un petit peu différemment, parce que les œuvres complètes se multipliaient, etc. Voilà. Ces textes-là étaient pendant longtemps le seul matériel non publié par Nietzsche de son vivant qui nous permettait d'avoir accès aux écrits manuscrits de Nietzsche, puisqu'elle fermait le fond. Donc moi, ce que je dis par exemple dans ma thèse, c'est que je pense que c'est une erreur de faire comme procès à Elisabeth Förster-Nietzsche qu'elle ait agencé la volonté de puissance. Moi, je trouve que la volonté de puissance est un agencement tout à fait intéressant. Non, ça existait. Oui, c'était tout à fait intéressant. Ce qui était scandaleux, c'est que cette volonté de puissance n'était accompagnée d'aucun appareil critique, qu'il était coupé, les textes étaient coupés, mais ça, c'est pas très grave à partir du moment où vous savez qu'ils sont coupés et vous pouvez aller voir sur l'original. Or, elle interdisait à quiconque, jusqu'à sa mort, d'aller voir sur les originaux. Donc c'est là qu'elle est sa malhonnêteté. Sa malhonnêteté, elle n'est pas dans la manipulation. Sa malhonnêteté, elle est dans la falsification. D'accord? Moi, par exemple, dans les Vadémétécom, j'ai coupé dans les morceaux de Nietzsche. Mais chacun des morceaux est indexable aux œuvres complètes de Nietzsche. Quiconque a envie de vérifier où j'ai coupé, pourquoi moi j'ai eu l'idée de couper et de l'agencer comme ça, peut se reporter aux œuvres complètes de Nietzsche. Je n'ai pas la prétention de faire ce qu'a fait Nietzsche. C'est là la différence entre la manipulation et la falsification. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que Nietzsche, du coup, a été, dans les années 40, au lendemain de la guerre, victime d'un double mouvement. Premier mouvement politique. Nietzsche était nazi. Nietzsche, de par ses écrits sur les juifs, pouvait être considéré comme nazi. Or, pour avoir ruminé Nietzsche pendant 2 ans, on peut dire beaucoup de choses de Nietzsche. Alors, de dire que dans sa philosophie, il y aurait quelque chose qui prêterait au nazisme, c'est même l'antithèse. L'antithèse, tout simplement parce que le nazisme prône la gouvernance, la force d'un pôle qui vint et détruit radicalement un autre pôle. Or, pour Nietzsche, il n'y a de philosophie de politique qu'à partir du moment où les 2 pôles peuvent faire amalgame ensemble. Donc l'idée que les Germains puissent éliminer totalement les Juifs, pour Nietzsche, ça n'a aucun sens. Parce qu'une fois que vous aurez éliminé tous les Juifs, qu'est-ce qui va se passer? Plus d'agone. C'est complètement, pour lui, c'est de la démocratie, à la limite. Donc, voilà, donc déjà premier point. Ça, il a fallu que des gens le serinent. Alors celui qui l'a seriné le plus en France, c'est Bataille. Écrit là-dessus, réécrit, dans Acéphale notamment, les 5 numéros de la revue Acéphale de Bataille pendant la guerre, cesse de seriner ça pendant la guerre. C'est une aberration de laisser Nietzsche aux nazis. Il faut que nous prenions Nietzsche pour se battre contre les nazis. Voilà, donc première chose, il a fallu sortir de ça. Ça n'a pas été facile. Parce que quand même, il y a une photo très célèbre d'Elisabeth Förster-Nietzsche offrant à Hitler la canne de Nietzsche. Une image d'Épinal, une image qui marche des esprits. Première chose. Deuxième chose, c'est que tous les textes non publiés par Nietzsche de son vivant sur lesquels on travaillait étaient des faux. C'est-à-dire étaient publiés n'importe comment, avec une falsification éhontée. Donc deuxième choc. Ça a été un choc radical dans les études nietzschéennes, ce qui fait que dans les années 40 et 50, en Allemagne et surtout en Italie, il y a eu une vision complètement radicalement différente de Nietzsche. On va dire, on ne va plus étudier Nietzsche comme on l'étudiait avant. D'accord? Nietzsche n'avait pas le droit de citer à l'université. C'est depuis très peu de temps que Nietzsche, somme toute, tu l'as traversé, donc tu as dû le voir, tu l'as vu très bien. Nietzsche n'est somme toute autorisé, entendable à l'université que depuis une vingtaine d'années. Guère plus, 30 ans peut-être. Avant, on pouvait toujours citer Nietzsche, mais c'était pas... Depuis Deleuze, non? Alors, il y a Deleuze qui a énormément, bien sûr, il y a Deleuze qui a énormément joué. Pas seulement, il y a aussi... il n'y a pas que Deleuze, il y a aussi tout un tas de... Wiesmann, par exemple. Eugène Fink aussi. Voilà, exactement. Il y a énormément de gens comme ça qui ont quand même beaucoup plus... Entre parenthèses, aujourd'hui, dans la disserte du bac aujourd'hui, c'était Nietzsche. C'était Nietzsche? Oui. Ah bon? Oui. Diantre. J'aurais peut-être eu mon bac. Pardon. Qui sait? Pardon, c'est pas sûr, pas sûr. Pardon? J'aurais peut-être eu mon bac. Ah, Voilà, donc il y a eu un truc comme ça radical, vraiment radical sur la façon d'envisager. Les deux qui s'en sont saisis le plus, c'est 2 Italiens, Diorio et Montinari. En fait, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que quand Elisabeth Förster-Nietzsche est morte,
le problème de l'accès aux archives de Nietzsche à Weimar a été levé. Encore, c'est pas si vrai que ça. Il a encore fallu 10 ans pour qu'il puisse y avoir un accès. C'était dire à quel point ça ne tenait pas, et c'est une erreur de dire que ce n'était que la question de la sœur de Nietzsche. C'était pas que la question de la sœur de Nietzsche. C'est quand même toute une institution qui s'était construite vraiment sur ce fond-là qu'on ne touche pas. Donc, bref, Montinari est allé là-bas, il a fait un travail, Montinari plus que Diorio qui était plus âgé, il a fait un travail absolument faramineux puisqu'il a quasiment recopié et interprété tous les textes de Nietzsche qu'il avait en sa possession, enfin qu'il avait dans le fonds Weimar. Ça a duré des années, jusqu'à pouvoir publier les œuvres complètes, qui ont d'abord été publiées en italien, puis en allemand, et enfin en français. C'est quand même intéressant de voir que la première publication des œuvres complètes de Nietzsche se fait en italien. Quand même. C'est une histoire, un aspect un peu rigolo de l'histoire éditoriale. D'accord? Ok. Donc, et maintenant lever le problème philologique et lever le problème du Nietzsche nazi. Mon exemple, ce qui se passe, c'est qu'en même temps, donc on est dans les années 70, 80, 90, commence à émerger un mouvement philologique qui prend de plus en plus d'ampleur, qui s'appelle les études génétiques. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce mouvement-là? J'imagine. Les études génétiques consistent en quoi? C'est tout un tas de chercheurs, donc il y en a en France, beaucoup, en Italie, etc., c'est une évolution de la philologie, qui considère que un travail sur un texte ne peut se faire qu'à partir du moment où un travail préalable sur le texte, de composition du texte, de restitution du texte, a été fait. Si vous ne travaillez pas sur des textes qui sont philologiquement, philologiquement clairs, vous êtes en passe de faire des erreurs philosophiques. Pourquoi génétique? Tout simplement parce qu'un texte, avant de pouvoir être publié, d'être travaillé, doit d'abord être travaillé génétiquement. On doit savoir comment il a été composé, fabriqué. Donc ça a été fait, ça, avant d'être fait pour la philosophie, pour la littérature. Notamment, on a vu comment Proust, les études génétiques sur Proust, dès les années 40, avec les paperoles, c'est une façon de faire de la génétique. Comment est-ce que Proust multiplie les passages, etc. Voilà. Actuellement, ça a pris une ampleur assez importante. Il y a des revues de génétique. Je vous conseille d'en lire. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Où vous avez des gens qui étudient, mais une phrase de, je dis, Madame Bovary, par exemple, de Flaubert, en montrant que cette phrase, il y a toute une histoire qu'on peut remonter, avec un fantasme très fort, qui est que l'écrit ne permettra pas cette génétique. Par contre, Internet va pouvoir le permettre, cette génétique. Grâce à quoi? Grâce à l'hypertexte. L'hypertexte, c'est quoi? C'est quand vous cliquez sur un mot sur Internet, vous allez sur une boîte qui est derrière, composée elle-même d'autres mots. Si vous cliquez sur ces mots, vous allez sur une boîte. C'est la génétique idéale. Une erreur, ville. Où est-ce qu'il y a ville dans toutes les œuvres complètes de Nietzsche? Je clique et j'ai ville, on le trouve, page 8, page 12, page 13, page 14, dans tel manuscrit, dans tel nanana. Voilà. C'est ça les études génétiques. Le problème, c'est que ces études génétiques se sont complètement disjointes, et c'est ce que j'essayais de dire, se sont disjointes de la philosophie. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il s'agit de sortir des textes purs. Est-ce que Virgile a vraiment écrit? On revient à exactement les mêmes débats que dans les années, 1860, 1870. C'est au moins aussi pauvre, je pense, réellement. À dire, bon, ben voilà, une fois qu'on a un texte, la question c'est, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, est-ce qu'on aura un texte pur? Donc c'est pour ça que tout à l'heure je faisais l'amalgame avec une certaine idéologie démocratique de la pureté des papiers, quand même. En l'occurrence, pour pouvoir appartenir à un État, il faut que vous puissiez prouver que vous êtes de cet État, notamment en ayant des papiers. Je trouve que la façon de traiter un texte, en disant celui-là, il a une bonne carte d'identité, à savoir, génétiquement, nous pouvons savoir où est-ce qu'il remonte, j'ai envie de dire, et alors s'il est bâtard, et alors s'il est créole, en quoi c'est gênant? Voilà. D'accord? Il y a eu un exemple qui a pour moi été... D'accord? C'est ça le débat. Voilà. Moi, je pense que le problème des philosophes, c'est qu'ils ont lâché la philologie aux généticiens et qu'ils doivent la récupérer de toute urgence. Et je pense que le séminaire, là, quand je vois ça, quand je vois René qui me dit d'emblée, mais alors, Montaigne, citant Virgile, voilà, ça c'est de la philologie et de la philosophie. C'est-à-dire c'est des amusements avec les différentes époques, les différents mots, les différentes constructions. Tiens, par exemple, Montaigne, si on veut vraiment, enfin, moi, Montaigne, voilà, le plus beau bouquin sur Montaigne que je connaisse, c'est le bouquin sur les poutres de la librairie de Montaigne. Je ne sais pas si vous connaissez ce bouquin. C'est un bouquin absolument fabuleux qui essaye de reprendre les différentes citations qui sont sur les poutres de la bibliothèque de Montaigne. Une grosse thèse, un truc
fabuleux, je te donnerai ça si tu veux le mettre en lien. Et, parce que quand il écrivait, dans son château de Saint-Michel-de-Montagne, il écrivait des grosses citations sur ses poutres, et il s'inspirait de ces citations dans les essais. Et en fait, il les changeait, il les faisait changer. Voilà, il y a quelqu'un qui a étudié ça. Ça, c'est de la philologie. Voilà, par exemple. Pour dire simplement, pas pour dire, ouais, mais alors ça veut dire que dans les essais, on retrouve cette poutre-là on a été étudier la poutre, avec des chercheurs. Ce texte-là, c'était un palimpseste, et en dessous, 10 ans avant, il y avait un autre texte. Ah, ça veut dire que ça correspond exactement à la période où il a changé. Oui, ce qui est important, c'est de le savoir. Mais c'est de le savoir pour en faire quoi? Si c'est pour le savoir, ça ne sert à rien. Voilà. Dans ma thèse, voilà où j'en étais. Dans ma thèse, j'ai eu un exemple très fort avec un des chefs de file de la génétique italienne qui s'appelle Diorio. Diorio mène une bataille contre ceux qui font de la volonté de puissance sans le vouloir. Ceux qui publient Nietzsche, qui lisent mal Nietzsche. Et pourquoi ils lisent mal Nietzsche? Parce que ce n'est pas le vrai texte de Nietzsche. Lui, il a été traumatisé, pour le coup, c'est un vrai traumatisme de guerre, par l'épisode Förster Nietzsche. Donc il dit un texte doit être absolument pur. Donc il a écrit 5-6 bouquins sur ça. Pur, alors il n'utilise pas le terme de pur, quoique 2 ou 3 fois dans quelques textes il utilise le terme de pur. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il faut qu'on soit sûr que ce texte a été écrit par Nietzsche, etc. D'accord. Il dit, mais le retranscrire, ça ne suffit pas. Le retranscrire, il faut aller voir à Weimar, directement, sur le texte. Alors ça veut dire déjà que si vous n'êtes pas germanophone, Nietzsche, c'est fini. Déjà. Donc ça veut dire que ça, dans une ambiance hyper nationalisée, comme la façon dont les démocraties s'organisent, c'est le meilleur moyen. Chacun des philosophes que nous sommes ne pourra philosopher qu'avec le philosophe de sa langue. Ça risque d'être un peu triste. Enfin, ne serait-ce qu'ici, si on doit philosopher uniquement entre ceux qui parlent la même langue, on risque de philosopher court. Enfin, je crois. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, donc déjà. Alors il dit, bon, tout le monde ne peut pas aller à Weimar. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout numériser. Donc il lui dit de tout numériser. 1999, ouais, il dit, on va tout numériser. Je numérise tout, et dans 3 ans, 4 ans, tout est numérisé. 2010, je soutiens ma thèse. 3 textes ont été numérisés. Alors, le voyageur et son ombre, et tous les textes en rapport avec le voyageur et son ombre, et puis 2 autres petits textes. Voilà. Donc ça représente un matériel énorme. Mais à côté du fond Nietzsche, il n'y a rien du tout. Tout simplement parce que dans la réalité, ça prend beaucoup de temps, il faut payer des gens. Voilà, tout le monde n'est pas. Bref. Donc, ce qu'il dit, lui, c'est qu'on ne peut pas travailler. Et il dit, je vais vous donner un exemple, dans son livre qui s'appelle Qu'est-ce que la volonté de puissance? C'est le titre de son livre, Qu'est-ce que la volonté de puissance? Il dit, je vais vous donner un exemple. L'exemple, c'est Deleuze. Deleuze a écrit un livre qui s'appelle Le Nietzsche de Deleuze. Or, il travaille sur les textes, les livres qui ont été publiés par Nietzsche à l'époque, pas de souci là-dessus, mais il travaille aussi sur les manuscrits, puisque à un moment, un passage du livre de Deleuze porte sur la volonté de puissance. Il est donc obligé de travailler sur le fonds manuscrit. Le seul fonds manuscrit auquel avait accès Deleuze, comme quiconque dans le monde, c'était La volonté de puissance, publiée en Allemagne par Fürstbach et par Bianchi en France. Comme tout le monde. Personne n'avait accès au fond. Personne. Pas plus Bataille que Deleuze, pas plus les Allemands que les Français, pas plus les Italiens que les Danois. Mais seulement Peter Gast, Förster Nietzsche et les proches des Nietzschéens. Donc il utilise la volonté de puissance. La volonté de puissance, et il prend un fragment très célèbre. La volonté de puissance, un des rares où Nietzsche dit ce qu'est la volonté de puissance. La volonté de puissance est un monde intérieur.